Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Après avoir vu la structure générale des acides aminés et leurs caractéristiques physico-chimiques, nous allons maintenant aborder la structure des protéines. Après quelques définitions des protéines, nous détaillerons les différents niveaux de leur structuration, en commençant par la structure primaire ou séquence en acides aminés. Nous aborderons alors les éléments de structure tridimensionnelle, avec une partie sur la structure secondaire, et notamment les hélices et les feuillets. Puis, la structure tertiaire, et enfin la structure quaternaire. Nous terminerons ce cours par quelques exemples de structures. Après quelques définitions des protéines, nous commencerons tout d'abord par quelques définitions. Les protéines sont des biopolymères appelés polypeptides d'acides aminés de la série L. Les acides aminés dans les protéines sont reliés entre eux par une liaison peptidique. Seuls les acides aminés de la série L sont utilisés pour produire des protéines. Il existe quelques rares exceptions dans des protéines de la paroi bactérienne qui contiennent certains acides aminés de la série D. Le processus biologique qui permet l'obtention d'une protéine à partir d'acides aminés est appelé traduction. Nous commencerons tout d'abord par l'ordre de la séquence des acides aminés distingue une protéine d'une autre. La séquence en acides aminés détermine la forme tridimensionnelle de la protéine. Une modification de la séquence en acides aminés dans une protéine change donc sa structure tridimensionnelle. La différence entre un polypeptide et une protéine est que le terme polypeptide réfère uniquement à l'enchaînement d'acides aminés, alors que le terme protéine s'applique à une chaîne d'acides aminés après son repliement correct. L'ordre de la séquence des acides aminés distingue une protéine d'une autre. La séquence en acides aminés détermine la forme tridimensionnelle de la protéine. Une modification de la séquence en acides aminés dans une protéine change donc sa structure tridimensionnelle. La différence entre un polypeptide et une protéine est que le terme polypeptide réfère uniquement à l'enchaînement. Quelques définitions encore avant de voir la structure des protéines. Pour un enchaînement de quelques acides aminés, à quelques dizaines, nous parlerons d'oligopeptides. Nous pouvons définir quelques termes plus précis, tels que les dipeptides, qui sont des peptides à 2 acides aminés, les tripeptides, qui possèdent 3 acides aminés, ou les décapeptides, à 10 acides aminés. Ces peptides sont généralement non codés par un gène et résultent d'une synthèse enzymatique. Pour un nombre plus important d'acides aminés, de quelques centaines à plusieurs milliers, nous parlerons de polypeptides ou de protéines. On peut distinguer les holoprotéines, constituées uniquement d'acides aminés, et les hétéroprotéines, qui comportent dans leur structure, outre des acides aminés, d'autres groupements ou atomes. Nous décrirons plus tard différents exemples d'holo et d'hétéroprotéines. Quelques définitions encore avant de... Voyons maintenant la structure primaire des protéines. Il s'agit de la séquence en acides aminés, c'est-à-dire le nom des différents acides aminés qui s'enchaînent par l'intermédiaire de liaisons peptidiques pour former la chaîne polypeptidique. Cette séquence est déterminée par les gènes à travers les mécanismes de transcription et de traduction qui seront vus dans le cours de biologie moléculaire. Cette figure représente l'enchaînement de 5 acides aminés reliés par 4 liaisons peptidiques. Il est défini un côté N-terminal, début de la chaîne, et qui correspond à la fonction amine libre du premier acide aminé. De la même manière, à l'opposé, il est défini une extrémité C-terminale qui correspond à la fonction carboxylique libre du dernier acide aminé. Voyons maintenant la structure. Cette figure représente un alignement de séquences primaires de l'insuline de différentes espèces.
On utilise pour cela le code à une lettre des acides aminés, ce qui permet d'avoir une représentation synthétique de chaque séquence. Par ce type d'alignement, il est possible de déterminer des acides aminés très conservés entre les espèces pour une même protéine. Ces acides aminés conservés sont souvent essentiels pour le maintien de la structure et la fonction de la protéine. Cette figure représente un alignement. La séquence primaire d'une protéine peut être déterminée par une technique appelée séquençage d'Edman. Il s'agit d'une dégradation séquentielle qui va permettre d'identifier les acides aminés les uns après les autres à partir de l'extrémité N-terminale. La technique de dégradation d'Edman comprend les étapes successives de dérivatisation de l'acide aminé de l'extrémité N-terminale par réaction du groupement amine, clivage de l'acide aminé modifié et enfin élution par HPLC en phase inverse avec détection ultraviolette à 270 nanomètres. La comparaison des temps de rétention obtenus à ceux d'un échantillon standard d'acides aminés permet ainsi d'identifier les résidus successifs. La réaction débute par la dérivation du premier acide aminé. La fonction amine NH3+, de l'acide aminé en position N-terminale réagit avec l'isothiocyanate de phényl, PITC, appelé aussi réactif d'Edman. On obtient le dérivé phénylthiocarbamyle de la protéine ou du peptide à séquencer. La liaison peptidique liant l'acide aminé en position N-terminale est alors spécifiquement coupée par l'action de l'acide trifluoroacétique F3CCOOH. Les liaisons entre les autres acides aminés, qui sont des liaisons peptidiques, demeurent intactes. On traite ce dérivé instable par une solution acide qui le transforme en dérivé stable, le phénylthioidentoïne acide aminé ou PTH acide aminé. Le PTH acide aminé est séparé, quantifié et identifié par chromatographie en phase inverse. Le cycle complet est recommencé. Cette fois, l'acide aminé qui réagit est le second acide aminé qui est devenu le nouvel acide aminé en position N-terminale. Les acides aminés sont ainsi séquencés tour à tour à partir de l'extrémité N-terminale. La séquence primaire d'une protéine, cette technique de séquençage est intégrée dans des équipements automatiques qui réalisent les différentes étapes réactionnelles et la séparation chromatographique. Un chromatogramme d'élution, comme celui représenté ici, est obtenu avec l'identité de chaque acide aminé. Il suffit de lire la séquence en commençant par la gauche. Cette technique de séquençage, les polypeptides, qui sont donc constitués d'un enchaînement d'acides aminés, vont, à l'issue de leur biosynthèse, se replier par le biais de nombreuses interactions entre les atomes le constituant pour devenir une protéine fonctionnelle. L'observation de structures protéiques a permis de déterminer plusieurs niveaux d'organisation dans l'espace de la chaîne d'acides aminés. Nous définirons et nous détaillerons dans la suite du cours une structure secondaire qui correspond à un repliement de la chaîne sous forme de structures géométriques simples telles que des hélices ou des feuillets. Ces structures secondaires elles-mêmes vont se replier les unes sur les autres pour former la structure tertiaire qui est la forme définitive de la chaîne polypeptidique repliée et dans beaucoup de cas correspond à la protéine fonctionnelle. Enfin, plusieurs chaînes polypeptidiques repliées ou sous-unités peuvent s'assembler pour former une structure quaternaire. Les polypeptides qui sont donc constitués. Commençons par la structure secondaire. La structure secondaire correspond au repliement local de la chaîne d'acides aminés d'une protéine. L'existence de structures secondaires vient du fait que les repliements énergétiquement favorables de la chaîne peptidique sont limités et que seules certaines conformations sont possibles. Ainsi, une protéine peut être décrite par une séquence d'acides aminés, mais aussi par un enchaînement d'éléments de structure secondaire. La chaîne principale contient 3 liaisons covalentes par acide aminé
que l'on retrouve sur le schéma structural à droite. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, la liaison peptidique est une liaison plane et donc bloquée. Commençons par la structure secondaire. La structure secondaire correspond au repliement local de la chaîne d'acides aminés d'une protéine. L'existence de structures secondaires vient du fait que les repliements énergétiquement favorables de la chaîne peptidique sont limités et que seules certaines conformations sont possibles. Ainsi, une protéine peut être décrite par une séquence d'acides aminés, mais aussi par un enchaînement d'éléments de structure secondaire. La chaîne principale contient 3 liaisons covalentes par acide aminé que l'on retrouve sur le schéma structural à droite. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, la liaison peptidique est une liaison plane et donc bloquée. Commençons par la structure secondaire. La structure secondaire correspond au repliement local de la chaîne d'acides aminés d'une protéine. L'existence de structures secondaires vient du fait que les repliements énergétiquement favorables de la chaîne peptidique sont limités et que seules certaines conformations sont possibles. Ainsi, il y a conformation en hélice lorsque le squelette principal de la protéine adopte un repliement hélicoïdal périodique. L'hélice alpha est une structure périodique très fréquente dans le repliement des protéines et des peptides. Il s'agit d'une hélice droite caractérisée par la formation de liaisons hydrogènes, représentées en pointillés sur la figure de gauche et en gris sur celle de droite. Ces liaisons hydrogènes se forment entre le groupement carbonyle CO d'un résidu et le groupement amide NH d'un résidu situé 4 positions plus loin. Une représentation étalée des liaisons vous est donnée sur le petit schéma en bas à droite. Un tour d'hélice alpha moyen contient 3,6 résidus et mesure 0,54 nanomètres. Dans une hélice alpha, les chaînes latérales des acides aminés sont localisées en périphérie de l'hélice et pointent vers l'extérieur, comme représenté sur la figure de gauche. C'est une structure compacte, énergétiquement favorable. Il y a conformation en hélice. Vous observerez sur cette diapositive la structure de 2 protéines très riches en structures secondaires de type hélice alpha. À gauche, il s'agit d'une protéine de la famille leucine zipper, formée uniquement d'une très longue hélice alpha. À droite, il s'agit de la structure de la myoglobine qui est constituée majoritairement d'hélice alpha. La myoglobine est d'ailleurs la première protéine dont la structure a été résolue en 1957 par Kensrue et Perutz, ce qui leur a valu le prix Nobel. Vous observerez sur cette diapositive, pour votre information, sachez que d'autres hélices ont été décrites dans les structures protéiques. Pour votre information, sachez que d'autres hélices ont été décrites dans les structures protéiques. Pour votre information, sachez que d'autres hélices ont été décrites dans les structures protéiques. Pour votre information, sachez que d'autres hélices ont été décrites dans les... Le brin bêta est une structure périodique étendue. Les liaisons hydrogènes qui le stabilisent se font entre résidus distants plutôt qu'entre résidus consécutifs, comme dans le cas de l'hélice alpha. En fait, un brin bêta seul n'est pas stable. Il a besoin de former des liaisons hydrogènes avec d'autres brins bêta pour se stabiliser. On parle alors de feuillet bêta. Un brin bêta est une structure de période 2 dont les chaînes latérales sont situées alternativement en dessus et en dessous du plan du feuillet. Les feuillets bêta ne sont pas plans. Ils présentent un plissement sur leur surface avec des plis alternativement orientés vers le haut et vers le bas. Le brin bêta est une structure. Les brins bêta composant un feuillet ont une polarité, celle de la chaîne peptidique qui va du N-terminal vers le C-terminal. Les brins bêta composant un feuillet ont une polarité, celle de la chaîne peptidique qui va du N-terminal vers le C-terminal. Les brins bêta composant un feuillet ont une polarité, celle de la chaîne peptidique qui va du N-terminal vers le C-terminal. Les brins bêta composant un feuillet ont une polarité, celle de la chaîne peptidique qui va du N-terminal vers le C. Je vous donne ici un exemple de protéine composée très majoritairement de feuillets bêta.
il s'agit de la chaperone PAP-D-PAP-K. Vous remarquerez la présence de nombreux brins bêta antiparallèles dans la structure. Je vous donne ici un exemple de protéine. L'observation des protéines a montré une riche variété des structures adoptées par les feuillets bêta. Ces feuillets peuvent être plus ou moins plats ou tors en forme de sel. Ils peuvent également se former en quinconce, cette dernière structure pouvant se replier sur elle-même pour former un cylindre de feuillets bêta appelé tonneau bêta ou bêta barrel. Deux structures en tonneau bêta sont représentées à droite sur cette diapositive. Ces structures comportent souvent des acides aminés à chaîne hydrophobe du côté externe du tonneau et sont retrouvées dans les membranes biologiques. Elles forment ainsi des pores géants à travers les membranes. L'observation des protéines, nous allons maintenant aborder un niveau d'organisation supérieur avec la structure tertiaire des protéines. Il s'agit d'un repliement de la chaîne polypeptidique dans l'espace. Ce repliement est directement lié à l'acquisition de fonctions biologiques, structurales ou catalytiques par la protéine. Ainsi, la perte de la structure tertiaire par traitement de la protéine par des agents dénaturants va induire une perte des fonctions. La structure tertiaire d'une protéine dépend aussi de son environnement. Les conditions locales qui existent à l'intérieur de chaque compartiment cellulaire, le solvant, la force ionique, la viscosité, la concentration, contribuent à moduler la conformation. Ainsi, une protéine soluble dans l'eau aura besoin d'un environnement aqueux pour adopter sa structure tridimensionnelle. De même, une protéine membranaire aura besoin de l'environnement hydrophobe de la membrane pour adopter une conformation. Nous allons maintenant aborder un niveau d'organisation. Ce repliement dans l'espace est dû à la formation de différentes interactions au sein de la chaîne polypeptidique. Ce schéma reprend les différentes interactions observées. Il s'agit notamment d'interactions électrostatiques comme l'interaction ionique entre acides aminés chargés ou la liaison hydrogène, de dipôles induits et d'interactions hydrophobes et de liaisons covalentes. Ce repliement dans l'espace, les liaisons hydrogènes, nous l'avons vu, jouent un rôle important de stabilisation des structures secondaires de type hélice ou feuillet bêta. Mais d'autres liaisons vont se former au sein de la chaîne peptidique pour stabiliser le repliement complet tridimensionnel de la protéine. 3 cas de liaisons hydrogènes peuvent être décrits. Des liaisons hydrogènes entre deux liaisons peptidiques, ici représentées en rouge. C'est ce type de liaison que nous avons rencontré dans les structures secondaires. D'autres, notamment plus distantes dans la chaîne polypeptidique, peuvent se former. Un second type de liaison possible est entre une liaison peptidique et une chaîne latérale d'acides aminés. Ce type de liaison est représenté en jaune sur ce schéma avec l'exemple de la fonction alcool de la sérine. Enfin, les acides aminés eux-mêmes peuvent interagir en formant des ponts hydrogènes entre leurs chaînes latérales. Ce type de liaison est représenté ici en bleu avec un exemple de liaison entre les chaînes latérales d'une sérine et d'un acide glutamique. Comme indiqué sur la structure protéique à droite, les 3 types de liaisons hydrogènes décrites peuvent se retrouver dans toute la structure tridimensionnelle. La condition de formation d'une liaison hydrogène est la présence d'un groupement accepteur et d'un groupement donneur à moins de 5 angstroms. Ces liaisons hydrogènes peuvent être cassées par des agents chimiques. Nous citerons la guanidine, l'urée ou l'uréthane. Leur action est dénaturante, c'est-à-dire qu'à travers la cassure des liaisons hydrogènes, ils vont détruire la structure tertiaire de la protéine qui va perdre sa fonction biologique. Les liaisons hydrogènes, nous l'avons vu, ces liaisons hydrogènes se retrouvent également en surface des protéines solubles avec les molécules d'eau environnantes. En effet, une protéine en solution aqueuse est entièrement recouverte de molécules d'eau qui participent donc également au repliement correct de la protéine en attirant vers la surface les chaînes latérales les plus polaires. Vous avez un exemple ici avec l'élastase pour laquelle a été déterminée non seulement la structure protéique, mais également la position des molécules d'eau la recouvrant. Ces liaisons hydrogènes se retrouvent également. Un deuxième type de liaison rencontrée dans la structure des protéines est la liaison hydrophobe.
il s'agit plus exactement d'une non-liaison qui résulte de la répulsion des molécules d'eau par des chaînes latérales d'acides aminés hydrophobes. Nous préférerons donc le terme de liaison d'interaction hydrophobe. Ce type de liaison est 20 fois plus faible qu'une liaison covalente. Vous observerez sur cette figure un exemple de poche hydrophobe avec 3 phénylalanines réalisées dans la structure du récepteur à l'EPO. Un troisième type de liaison rencontré dans les protéines sont les liaisons ioniques. Elles dépendent de la charge portée par les chaînes latérales des acides aminés et sont donc dépendantes du pH environnant. En fonction du jeu des charges positives et négatives, il en résulte des interactions de nature attractive pour des charges de signe opposé ou répulsives pour des charges de même signe. 5 acides aminés sont essentiellement concernés. Il s'agit des acides aminés pouvant être chargés négativement, acide aspartique et acide glutamique, et des acides aminés pouvant être chargés positivement, lysine, arginine et histidine. Un troisième type de liaison, les chaînes polypeptidiques peuvent également contenir des liaisons covalentes à travers la formation de ponts disulfures. Nous avons décrit dans un cours précédent la formation de ces ponts disulfures entre 2 résidus cystéine. On peut rencontrer des ponts disulfures intrabrins, c'est-à-dire entre des cystéines de la même chaîne polypeptidique. Je vous indique ici un exemple avec la structure d'une ribonucléase. Cette protéine forme 4 ponts disulfures qui vont stabiliser, voire même verrouiller le repliement tridimensionnel de la protéine. Ces ponts disulfures sont importants pour amener de la rigidité dans la structure, indispensable notamment pour des enzymes et le maintien de la conformation de leur site catalytique. Les chaînes polypeptidiques les ponts disulfures peuvent également se former entre plusieurs chaînes polypeptidiques. On parle de ponts disulfures interbrins. Vous avez un exemple ici avec l'insuline. Les ponts disulfures sont formés d'abord dans un contexte de chaîne unique, donc sous la forme de ponts intrabrins. Mais le clivage d'une partie de la chaîne polypeptidique transforme ces liaisons covalentes en ponts interbrins. Ces ponts sont très importants pour le maintien de l'assemblage des 2 chaînes peptidiques. Les ponts disulfures peuvent également, afin de faciliter l'observation de la structure tridimensionnelle des protéines, différents modes de représentation ont été développés. Quelques-uns de ces modes vous sont présentés sur cette figure. En A, vous avez une représentation au niveau atomique des liaisons covalentes. De plus, cette figure est double car il s'agit d'une vue stéréoscopique. L'utilisation de lunettes particulières permet en effet, à partir de cette figure, de visualiser la structure en relief. En B, vous retrouvez toujours la même structure au niveau atomique, mais cette fois avec une idée de volume protéique, chaque atome étant représenté sous la forme d'une sphère du rayon de Van der Waals. Cette représentation ne permet pas de visualiser la structure interne de la protéine, mais elle est très utile pour comprendre la topologie de la surface de la protéine, en contact avec le solvant ou avec d'autres partenaires protéiques. Cette représentation permet également de visualiser la géométrie du site catalytique d'une enzyme et comprendre ainsi les éléments de reconnaissance d'un substrat. Les représentations sur la deuxième ligne, en C, D et E, sont des représentations simplifiées de la structure tertiaire de la protéine. Seule la position des carbones alpha de chaque acide aminé va être utilisée. En C, il s'agit d'une représentation très simple avec une simple ligne qui relie chaque carbone alpha successif. Ce type de représentation a le mérite de simplifier la visualisation de la protéine pour la compréhension de son repliement. En revanche, elle fait abstraction de la nature des chaînes latérales et elle est donc moins adaptée pour la compréhension de mécanismes. Il est dans ce cas possible de panacher la représentation C avec une représentation atomique pour quelques acides aminés importants. La représentation en D ajoute des informations sur la structure secondaire, c'est-à-dire la visualisation des hélices alpha représentées sous la forme de spirales, cylindres, ou des feuillets bêta représentées sous la forme de flèches. Ces flèches orientées du N-terminal vers le C-terminal permettent la compréhension rapide du parallélisme
ou non des feuillets bêta. Afin de faciliter le repliement des protéines est un mécanisme rapide qui s'opère en quelques microsecondes après la sortie de la chaîne polypeptidique du ribosome. Mais ce repliement est séquentiel. Il commence par la formation des structures secondaires, c'est-à-dire les hélices alpha et les feuillets bêta, au cours des premières centaines de nanosecondes. Un repliement global est alors esquissé. Ce stade est appelé stade du globule fondu, ou molten globule en anglais. Puis, dans un deuxième temps qui peut durer quelques microsecondes, les structures secondaires vont se rapprocher et former la structure tertiaire définitive. Le repliement des protéines est un mécanisme. Certaines protéines ne peuvent pas se replier correctement après la synthèse par le ribosome. Elles ont besoin de protéines chaperones qui vont les aider à trouver la bonne conformation. Alors que ces protéines sont correctement synthétisées par la cellule grâce à ses auxiliaires de repliement, l'expression de ces protéines dans des systèmes in vitro acellulaires ou chez des bactéries dépourvues de ces chaperones est généralement un échec et représente des challenges technologiques quand il s'agit de protéines à visée thérapeutique. L'utilisation de systèmes d'expression eucaryotes reste souvent la seule solution. Certaines protéines ne peuvent. Une des conséquences du mauvais repliement des protéines après la phase de traduction par le ribosome est la formation d'agrégats protéiques. Ceci est dû à la présence de chaînes latérales qui vont établir des liaisons avec d'autres chaînes protéiques au lieu de réaliser des interactions avec leur propre chaîne polypeptidique. Cet effet s'amplifie, les premières protéines mal repliées empêchant le repliement des protéines synthétisées ensuite. Ces agrégats peuvent aboutir à la mort de la cellule, mais peuvent aussi déclencher des syndromes inflammatoires avec des dépôts protéiques sur les structures anatomiques et l'activation du système immunitaire. Il s'agit d'un groupe de maladies orphelines appelé amylose. Un autre tristement célèbre cas de formation d'agrégats protéiques toxiques pour la cellule et l'organisme est la maladie de la vache folle ou encéphalopathie spongiforme bovine. Une des conséquences du mauvais repliement. Nous allons terminer ce cours par le dernier niveau d'organisation des protéines qui est la structure quaternaire. Elle correspond à l'assemblage de deux ou plusieurs chaînes polypeptidiques. Ces chaînes polypeptidiques, appelées monomères, forment ainsi des multimères. Ces chaînes polypeptidiques peuvent être identiques et former des homomultimères ou différentes et former des hétéromultimères. L'assemblage de ces chaînes polypeptidiques est souvent dû à la formation de liaisons non covalentes, mais quelquefois il fait intervenir des liaisons covalentes, par exemple des ponts disulfure qui relient les différentes sous-unités. Nous allons terminer ce cours par le... Vous observerez sur cette diapositive un exemple de protéine à structure quaternaire. Il s'agit de l'hémoglobine, protéine très abondante dans nos globules rouges et impliquée dans le transport de l'oxygène et du CO2. Cette protéine est formée de 4 sous-unités, 2 sous-unités alpha et 2 sous-unités bêta. Il s'agit donc d'un hétérotétramère. Cette organisation en tétramère joue un rôle important dans la fonction de cette protéine à travers le mécanisme d'allostérie. Vous observerez sur cette diapositive un exemple. Je vous donne ici 2 autres exemples de structures quaternaires avec le collagène à gauche, protéine très importante dans la structure du tissu conjonctif. Il s'agit de l'assemblage de 3 chaînes polypeptidiques sous la forme d'une triple hélice. Cette structure quaternaire apporte ainsi la résistance nécessaire pour le rôle structural du collagène. La figure de droite est un schéma de l'élastine. Les chaînes polypeptidiques sont reliées les unes aux autres par des liaisons covalentes. La formation d'un réseau de chaînes polypeptidiques apporte une caractéristique élastique que ne pourrait pas posséder une chaîne peptidique unique. Je vous donne ici 2 autres exemples. L'analyse des séquences et des structures de protéines a permis de constater que beaucoup de protéines s'organisaient en domaines, c'est-à-dire en partie acquérant une structure et remplissant une fonction indépendamment du reste de la protéine. L'analyse des séquences et des structures de protéines a permis de constater que beaucoup de protéines s'organisaient en domaines, c'est-à-dire en partie acquérant une structure et remplissant une fonction indépendamment du reste de la protéine.
L'analyse des séquences et des structures de protéines a permis de constater que beaucoup de protéines s'organisaient en domaines, c'est-à-dire en partie acquérant une structure et remplissant une fonction indépendamment du reste de la protéine. À l'issue de ce cours, voici les éléments majeurs à retenir. Vous devez connaître les différents niveaux de structuration d'une protéine et les éléments structuraux permettant son repliement, notamment les structures primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires, les ponts disulfure et leur formation, les liaisons hydrogènes, ioniques et d'interaction hydrophobe. Vous devez connaître les différents éléments de structure secondaire, avec bien sûr l'hélice alpha et les feuillets bêta. Enfin, vous devez savoir écrire la réaction de séquençage d'un peptide. Nous terminons ici ce cours sur la structure des protéines. La connaissance de ces éléments structuraux sera complétée dans le prochain cours par d'autres éléments structuraux ajoutés après la traduction de la chaîne polypeptidique. Il s'agit des modifications post-traductionnelles. À l'issue de ce cours, voici